Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Bonsoir, je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Ce soir, une chance sur deux. Elle le détestait, mais il le lui rendait bien. Elle, c'était Germaine Hulot, 60 ans, une maîtresse femme, propriétaire de la ferme des Saules et de plusieurs métairies alentours. Lui, c'était Patrick Billan, son gendre, qu'elle avait toujours considéré comme un étranger parce qu'il n'était pas de la région. La Germaine, que tout le monde dans le pays appelait la Hulotte, portait bien son nom, avec sa tête de rapace, ses yeux d'oiseau de proie, froids et cruels. Âpre au gain, autoritaire, elle menait tout le monde à la baguette, y compris Claudine, sa propre fille. La Hulotte avait un grand projet qu'elle caressait depuis fort longtemps. Marier la Claudine à un riche fermier des environs, faire de sa fille l'une des plus grosses fortunes de la région. Et voilà que le Patrick Billan était arrivé, on ne sait d'où, cherchant du travail, qu'elle l'avait engagé comme commis à la ferme des Saules et que la Claudine s'était amourachée de lui. Et tous les beaux projets de la Hulotte étaient tombés à l'eau. Adieu le riche mariage, adieu vos vaches cochons couvés. Claudine, qui avait toujours été timide, soumise et faible, se révélait soudain, pour l'amour de ce valet de ferme, d'une redoutable ténacité. Elle n'en démordait pas. Elle voulait épouser Patrick. À la colère de sa mère, elle opposait un visage buté, obstiné. Elle n'avait pas besoin de l'argent d'un riche mari. Ce qu'elle voulait, c'était le regard de Patrick posé sur elle, car pour la première fois de sa vie, elle sentait de l'admiration, du désir dans les yeux d'un homme. Elle voulait sur son corps les mains calleuses de Patrick, mains qui savaient se faire si douces. Et puisque sa mère ne cédait pas, elle voulait un enfant de Patrick. Et ce que femme veut. La Claudine était arrivée à ses fins. Elle s'était fait faire un enfant par Patrick Billan. La Hulotte avait dû s'incliner. Le mariage avait eu lieu, mais désormais, à la ferme des Saules, la guerre était déclarée entre la vieille et son gendre. Oh oui, elle le haïssait, et elle le lui montrait par tous les moyens, en le tourmentant, en l'humiliant, en le considérant toujours comme un valet de ferme. Il avait beau travailler comme un forcené, et Dieu sait qu'il était dur à la peine, le Patrick. Il n'en faisait jamais assez. Elle le traitait sans cesse de paresseux, de bon à rien, de coureur de dot, et la naissance de la petite Fanny n'avait rien arrangé. La Claudine, qui au début de leur mariage était douce et tendre avec Patrick, était peu à peu retombée sous la coupe de sa mère. Elle était redevenue la fille effacée, craintive, obéissante, tout à la dévotion de la Hulotte. La petite Fanny venait d'avoir 2 ans. C'était un amour de petit bout de chou qui était devenu la seule raison de vivre et la seule consolation de Patrick Billan, harcelé par sa belle-mère et délaissé par sa femme. Un soir que la vieille mégère avait été particulièrement odieuse, Patrick s'était révolté face à tant de méchanceté, à tant de haine et d'injustice, et il avait exigé de Claudine qu'elle choisisse une bonne fois pour toutes entre lui et la vieille. Et à sa grande surprise, alors que jusqu'à ce jour Claudine avait toujours soutenu sa mère, décidément les femmes sont imprévisibles, eh bien elle l'avait choisi lui, son mari. Vous imaginez la fureur de la Hulotte.
Au bord de la crise d'apoplexie, elle avait d'abord fait semblant de se trouver mal. Mais comme personne ne se souciait de ses simagrées, de dépit, elle avait quitté la ferme pour s'installer dans une maison qu'elle possédait non loin de là. Pendant quelque temps, Patrick Billon avait cru vivre une deuxième lune de miel. Claudine était redevenue la jeune femme amoureuse des jours heureux, et la vieille Hulotte n'était plus là pour gâcher leur bonheur. Mais, décidément, la Claudine était faible et paresseuse. Pendant que son mari se tuait au travail, toujours le premier levé et le dernier couché, elle se prélassait et voyait sa mère en cachette. Celle-ci, de toutes ses forces, essayait de reprendre son ascendant sur sa fille. Et les disputes devinrent de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes, à la ferme des Saules. Un soir, découragé, écœuré, Patrick Billon but plus que de raison, et la querelle faillit tourner au drame. Ivre de vin et de colère, il frappa la Claudine au visage, et la saisissant par les cheveux, la jeta par terre en l'insultant et en la rouant de coups. Puis, comme un somnambule, il tomba sur son lit et sombra dans un sommeil lourd et agité. Quand il se réveilla quelques heures plus tard, la Claudine avait disparu, lui laissant ces simples mots griffonnés à la hâte. « Je veux divorcer. J'emmène Fanny chez ma mère. Adieu. » La Hulotte avait gagné. À partir de cet instant, comme dans un cauchemar, tout alla très vite, très mal, pour Patrick Billon. Convoqué en conciliation au tribunal de grande instance, il apprend que Claudine refuse de reprendre la vie commune et demande la garde de Fanny. Billon écoute le juge qui lit le texte de l'ordonnance rendue et il sent que sa vie s'écroule comme un château de cartes. Claudine obtient la garde de la petite Fanny et la gérance de la ferme des Saules qu'elle habitera, et que Patrick doit quitter séance tenante. Il pourra rendre visite à sa fille 2 fois par mois, mais le reste du temps, il lui est interdit de se présenter à la ferme. Voilà. Billon réalise que du jour au lendemain, il se retrouve sans domicile, sans travail, que les efforts qu'il déploie depuis des années pour rendre l'exploitation prospère auront été vains et surtout, qu'il ne verra pas grandir Fanny, son enfant, qu'il aime par-dessus tout. Fou de douleur, il hurle au tribunal qu'il refuse d'obéir à une loi aussi injuste, qu'il reprendra sa fille et qu'il n'admet pas qu'on le mette à la porte de chez lui, que tout ça c'est la faute de la vieille qui a tout manigancé et qu'il se vengera. Il se retrouve dans la rue, seul, hagard, désespéré, dépossédé de tout ce qui était sa vie. Alors, à peine sorti du tribunal, il va chez un armurier, achète une carabine 22 long rifle avec 300 cartouches et il se rend au domicile de la Hulotte. Il est 22h30. Patrick Billon, fou de chagrin et de colère, va-t-il tuer celle qu'il tient pour responsable de tous ses malheurs? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Au tribunal de grande instance, Billon apprend que Claudine a obtenu la garde de l'enfant, ainsi que la gérance de la ferme des Saules, qu'il doit quitter sur le champ. Billon, désespéré, achète une carabine, 300 cartouches, et se rend au domicile de sa belle-mère. Par une fenêtre restée ouverte, il s'introduit dans la maison. Claudine et sa mère sont dans la salle à manger, en train de regarder la télévision. Les 2 femmes hurlent de peur en voyant la carabine pointée dans leur direction. « Vieille sorcière, tu trembles pour ta peau, hein? Tu mériterais que je te tue comme une bête malfaisante. Mais je suis pas là pour ça. Claudine,
Je suis venu reprendre ma fille. Va la chercher, et vite !» Terrorisée, Claudine s'exécute. Patrick s'empare de la petite Fanny et disparaît au volant de sa voiture. Mais où aller avec un bébé de 2 ans, sinon dans ce qui jusque-là était sa maison? La ferme des Saules. Il entre dans la ferme et s'y barricade. Et il attend. La carabine est chargée. Il a 300 cartouches. Il n'a plus rien à perdre. Il est 22h30. Claudine Billan et sa mère ont prévenu les gendarmes de la brigade territoriale. L'adjudant-chef Pajot, commandant de la brigade, rend compte immédiatement au commandant de compagnie. Celui-ci, devant la gravité de la situation, prévient aussitôt le colonel Rocher, commandant le groupement de gendarmerie. Il est 23h. Mon téléphone sonne. C'est le colonel Rocher. « Allô, Kermadec, venez nous rejoindre à la ferme des Saules, à Montaillet. Il y a un zigoto qui nous fait un fort chabrol. Faites vite !» Il est 23h30 quand j'arrive à la ferme des Saules. La nuit est fraîche. Nous sommes tous là dans les Saules. Le commandant de groupement, le commandant de compagnie, les gendarmes, le procureur de la République, le maire, le curé, les voisins, les curieux. Le colonel Rocher me met brièvement au courant des faits et on attend. On attend que Billan se calme et accepte de parlementer avec les autorités. Mais, pour l'instant, il n'en est pas question. Entre 2 coups de feu, il hurle de toutes ses forces. « Je la tuerai, ma fille, plutôt que de la rendre à sa mère. Et je me tuerai aussi. Allez-vous-en! Allez-vous-en tous, sinon je vous abats comme des chiens. Approchez pas. Si quelqu'un approche, je le tue. » Et 3 coups de feu claquent dans la nuit. 3 coups de feu tirés dans notre direction. La longue attente continue. Il faut, bien sûr, à tout prix éviter l'effusion de sang. Chacun, à l'aide du porte-voix, tente de raisonner le forcené. Le procureur de la République, le maire, le curé, chacun y va de son couplet. Mais Patrick Billan n'écoute personne. Il continue à hurler à tue-tête. « Foutez-moi la paix! Laissez-moi avec ma petite! J'ai plus confiance en personne! Partez tous ou je fais un massacre !» Exaspéré, le colonel Rocher se tourne vers moi et murmure « Désolé de vous dire ça, Kermadec, mais il n'y a qu'un breton pour être aussi entêté et emmerdeur !» C'est à ce moment précis que j'ai su ce que je devais faire. Madoué Béniquette. Patrick Billan, c'est un nom breton, ça. Mon colonel, j'ai une idée. Enfin, j'ai une chance sur 2, mais je crois que ça vaut le coup de la tenter. J'ôte mon képi, je dégrafe mon ceinturon, je pose mon pistolet et je m'avance, seul, bien en vue dans le faisceau des projecteurs, les bras levés très haut. Mon cœur bat à 300 à l'heure. J'essaie de marcher d'un pas assuré et de raffermir ma voix. « Billan! Billan! Mezoé Romanan Kamadek! Mezoé Parma Kebed! Megarfe Kogé Aldit! » Un long silence. Et la voix de Billan me parvient à travers les volets clos. « Despelé coup de paix! Évite Kogé Albrezonekdin! » Le dialogue s'engage. Tout n'est pas perdu. J'avance de quelques pas et je continue à parler. Meso 240, Maza deso pesquetour disait. Encore un long silence. Et Billan crie à nouveau à travers les volets. Quarantek, Menavezan, Meso desploenan, Destak megarfe koje aldit. Après quelques longues minutes, la porte s'entr'ouvre. Billan me fait entrer et referme aussitôt derrière moi. Dans la pièce où il s'est barricadé, la petite Fanny dort dans un fauteuil. De temps en temps, sa respiration est interrompue par un long sanglot. Billan est toujours armé de sa carabine. Je dois lui parler, le mettre en confiance, tout tenter pour qu'il retrouve son calme et ne commette pas l'irréparable. Billan, je comprends que tu aimes ta fille et que tu veuilles la garder avec toi. Mais à son âge,
Un enfant a besoin de sa maman. Crois-moi, rends-la à sa mère. Le procureur de la République est là, il est prêt à discuter avec toi. Tu peux, j'en suis certain, obtenir de voir ta fille plus souvent. Mais sois raisonnable, voyons. Tu ne peux pas continuer à te barricader comme ça et tirer sur les gendarmes. Ce serait risquer la vie de ton enfant. Je sais bien que tu ne lui veux pas de mal, la petite Fanny. Hein? Et puis, avec ta femme, les choses peuvent très bien s'arranger. J'ai fait plusieurs allers-retours et, à force de parlementer, le procureur de la République a pu entrer dans la ferme et Patrick Billan a déposé les armes. Claudine, très émue, est venue chercher sa fille et tout est rentré dans l'ordre. Enfin, presque. Bien sûr, Billan allait payer pour son coup de folie. Mais il avait l'assurance qu'il pourrait voir sa fille plus souvent dès qu'il serait de retour au pays. Et dans les yeux de la Claudine, il avait cru sentir que, peut-être, un jour. Dans la voiture qui nous ramenait en ville, le colonel Rocher paraissait très intrigué. « Dites-moi, Kermadec, vous lui avez parlé en quelle langue à ce Billan ?»« En breton, mon colonel. En breton du Finistère. »« Ah, j'aurais dû m'en douter. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit exactement ?»« Oh, c'est tout simple, mon colonel. Je lui ai dit que je m'appelais Kermadec, que j'étais commandant de gendarmerie, que je n'étais pas armé et que je voulais parler avec lui. Alors il m'a demandé pourquoi je parlais breton. Je lui ai dit que j'étais de Carantec, à quoi il a répondu qu'il était de Plouénan. Carantec et Plouénan sont deux villes voisines du Finistère. Nous sommes donc pays. Ça crée des liens, mon colonel. Mais, Kermadec, si Billan n'avait pas parlé le breton... Ah, j'avais une chance sur deux, mon colonel. Le colonel Rocher se gratta pensivement le haut du crâne. « Ah, simple, Kermadec, si cette affaire s'est bien terminée, c'est quand même grâce à moi. Hein? Si je vous avais pas dit que cet emmerdeur était breton, on y serait peut-être encore. » C'est une façon de voir les choses, mon colonel. Vous aussi, vous aviez une chance sur deux. Nos vezvat. Pardon. Bonsoir.